De formation, je suis à la fois au départ littéraire et scientifique, puisque j'ai suivi ce qu'on appelait les classes littéraires et scientifiques en secondaire, et après je me suis orienté vers le domaine scientifique. Votre thèse, c'est quoi déjà? Alors ma thèse, c'est sur des produits qu'on voit beaucoup maintenant, mais qui à l'époque ne marchaient pas, les diodes électroluminescentes. Et donc ma thèse, c'était sur le vieillissement des diodes électroluminescentes. Et je suis rentré au commissariat à l'énergie atomique comme collaborateur temporaire de thèse. Et là, j'ai manipé, comme on dit, fait du labo pour cette thèse de docteur ingénieur en électronique, en microélectronique très précisément. Avec l'époque moderne, science et philosophie se sont dramatiquement séparées. Il y a des tentatives pour les faire se rejoindre, hein. C'est heureux, hein, il serait temps, mais c'est vrai qu'elles se sont dramatiquement séparées. Et moi, dès ma thèse, je me posais des questions à la fois sur le fameux science sans conscience et ruine de l'âme, donc sur les applications de la science, mais aussi sur... je ne connaissais pas du tout les termes à l'époque, sur l'épistémologie, sur l'histoire des sciences, donc sur les aspects quasiment métaphysiques qui vont avec. Et en fait, est-ce que la science nous dit la vérité, nous permet d'approcher de la réalité ou pas? J'avais des doutes, hein. Mais j'avais des doutes parce que j'étais dans le laboratoire, je travaillais dans le laboratoire, j'étais confronté chaque jour au cauchemar de quelqu'un qui travaille en laboratoire, c'est-à-dire que vous faites une première expérience, vous faites une deuxième, vous trouvez un résultat apparemment différent. Vous en faites une troisième, vous trouvez un résultat qui confirme le premier, et ainsi de suite. Donc le laboratoire, il est intéressant parce qu'il permet de questionner effectivement la science, la réalité, la vérité. Et alors Arendt, elle apporte un éclairage sur Absolument. ce point obscur qu'est le laboratoire. Elle montre bien les conditions dans lesquelles est née la science moderne. Et en fait, elle associe à ce qu'elle appelle le geste d'audace de Galilée. C'est pas le fait que Galilée ait inventé le télescope, d'ailleurs il l'a pas inventé, il l'a perfectionné, mais c'est le fait que Galilée ait eu l'audace de tourner le télescope vers le ciel et de découvrir des choses que nos 5 sens ne permettaient pas de voir. Et à ce moment-là, ça a semé un doute extraordinaire. Finalement, on est sorti de l'ambition qui existait avant, c'était de comprendre la nature à partir de ce qui nous était donné à travers nos 5 sens et le sens commun qui les organise. On est passé dans tout à fait autre chose. On a eu sur le plan philosophique le doute avec Descartes et le fait que la seule chose qui soit hors du doute, c'est le fait que l'on doute. Le seul point de certitude que trouve Descartes, c'est celui-là. Mais du point de vue scientifique, on est rentré dans la période de ce qu'on a appelé l'expérimentation. En fait, l'idée centrale, l'idée la plus forte que montre Arendt là-dessus, c'est le fait que l'homme ne peut plus connaître que ce qu'il fait. Il ne peut plus connaître la nature, réellement, elle lui échappe, donc il ne peut connaître que ce qu'il fait. Mais l'homme est toujours épris de curiosité et donc va chercher plus loin. Il va chercher à connaître la nature. Mais pour connaître la nature, il va en fait la mettre dans les situations du laboratoire, dans les situations d'expérimentation. L'exemple le plus gigantesque qui est connu, hein, c'est l'anneau, ce sont les anneaux de collision au CERN. Hein, l'Europe là-dessus est en avance. Et en fait, on met la nature dans les conditions de ce qu'Arendt appelle notre entendement, qu'on puisse. Mais ça n'est qu'une approche. Et donc Arendt questionne vraiment la science. C'est quelque chose qui est assez ignoré quand même chez la plupart des lecteurs d'Arendt. C'est que c'est un des éléments centraux de son interrogation, en particulier dans Conditions de l'homme moderne, mais aussi dans ce qui a été traduit sous le titre c'est un des essais qui a été traduit sous le titre de la crise de la culture, donc le dernier essai, la conquête de l'espace et la dimension de l'homme, si je me rappelle bien. Et elle pose vraiment la question de... en fait, elle nous amène des éléments, non pas de réponse, mais d'ouverture par rapport, par exemple, à la situation qu'on vit aujourd'hui. Alors, la situation qu'on vit aujourd'hui est marquée, mais c'est pas nouveau, c'est pas la crise du coronavirus qui nous le révèle, par la domination de ce que vous appelez la technoscience. Oui. Alors, la technoscience, c'est la science asservie à la technique.
Donc, elle n'emploie pas ce terme-là, Arendt, c'est plutôt Bernard Stiegler qui emploie des termes comme cela. Mais c'est effectivement la science mise au service de la technique. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que il y a un retournement qui s'est fait, ou un oubli. Alors que la science a accompagné l'arrivée du doute par rapport au fait que l'homme pouvait connaître la nature, et bien maintenant, la science est devenue, au moins pour beaucoup, pour certains scientifiques, pour beaucoup de scientifiques, pas tous, et pour, on va dire, le grand public, est devenue le seul élément de certitude dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Or, la science ne peut pas apporter de réponse certaine. Si on croit que la science apporte des réponses certaines, là, on sombre dans un autre isme. Arendt avait, même si elle a utilisé le terme totalitarisme, elle avait horreur des termes en isme. On sombre dans un isme qui est le scientisme. On pourrait même d'ailleurs s'amuser à dire aujourd'hui qu'on est dans une espèce de sanitarisme. Quand on est dans quelque chose en isme, ça veut dire quoi? Si on emploie l'approche d'Arendt, c'est qu'on n'est plus dans les idées, on est dans l'idéologie. L'idéologie, selon Arendt, c'est quelque chose de relativement simple. C'est en fait le fait de développer une idée dans toutes ses dimensions, toutes ses conséquences, et de ne voir le monde qu'à travers cette idée-là. Et donc d'avoir ce filtre-là pour regarder la réalité. Et vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, quels que soient les éléments qui vont à contrario des décisions qui sont prises, etc., on les fait rentrer dans le modèle de départ. Et le modèle de départ, confinement, vaccin, etc. Donc on est dans quelque chose où il n'y a pas d'ouverture. Et ce qu'Arendt amène d'extraordinaire, c'est à la fois une fantastique rigueur de pensée et en même temps une énorme ouverture. C'est-à-dire, elle ne s'interdit rien. Elle a une expression, alors vous excuserez mon accent anglais, thinking without a banister. Penser, alors la traduction mot à mot, c'est penser sans rampe au sens rampe d'escalier. Elle a une formule dans un de ses essais, dans un des derniers essais qui est rassemblé dans ce recueil, qui est plutôt d'ailleurs un entretien, une conférence. Elle compare le fait de penser depuis les régimes totalitaires. On est dans la situation où on ne peut plus penser sans garde-fou. On est obligé de penser sans garde-fou. Et elle compare la pensée au fait de monter et descendre un escalier, et de le monter et le descendre en permanence sans avoir de rampe. Et donc en ayant le risque de tomber. Ça m'a fait, quand j'ai lu ça relativement récemment, ça m'a fait penser à ce que disait le regretté Bernard Stiegler quand il posait la question « Comment ne pas devenir fou ?» Ça m'a fait penser aussi à ce qui est arrivé à Nietzsche, etc. Donc vraiment, là-dessus, sur la science, elle a, je pense, une pensée originale et qui est relativement peu connue et peu exploitée. Et aujourd'hui, elle nous dit beaucoup de choses. Je reprends ce que dit Bernard Stiegler du mot d'époque. Oui. Vous pouvez reprendre ça? Oui, alors ce qui est troublant, c'est que quand j'ai essayé de faire des ponts sur mon blog, dans mon livre, je ne les avais pas fait parce que je l'abordais juste, Bernard Stiegler, mais dans mon blog, j'ai fait Actualité de Hannah Arendt, j'ai fait des ponts entre Stiegler et Arendt. Et ce qui est troublant, c'est que en fait, on se retrouve avec quelqu'un, Arendt, qui nous dit « Nous vivons dans un monde qui n'a plus dans un monde sans monde, un monde acosmique, c'est-à-dire un monde qui n'a plus le souci de son existence, qui ne sait même plus d'ailleurs qu'il existe. » Et de l'autre côté, Bernard Stiegler nous disait, et nous dit dans ses écrits encore, nous vivons dans une époque qui est en fait l'époque d'absence d'époque. Et là-dessus, alors là, c'est des concepts plutôt de Stiegler que d'Arendt, mais c'est effectivement lié à la technique. Il expliquait qu'en fait, pour qu'il y ait époque, le changement d'époque est toujours lié à un changement de la science et de la technique. Et ce changement de la science et de la technique amène des bouleversements dans les systèmes psychiques, sociaux, politiques, culturels. Et pour qu'il y ait époque, il faut qu'il y ait ce qu'il appelait le deuxième temps du double redoublement épocal, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de ces systèmes puissent adopter les nouvelles techniques. Et pour ça, il faut qu'il y ait eu des politiques et des thérapies. Or, depuis, et c'est marrant parce que ça
ça coïncide quasiment avec la mort d'Arendt. Depuis 1975, c'est-à-dire avec le développement de l'informatique puis du numérique qui est devenu quelque chose qui a envahi nos vies, en fait, on se retrouve avec une technique, une technoscience qui dirige intégralement tous les aspects de notre vie et par rapport à laquelle aucune politique, aucune thérapie n'est mise en œuvre, on suit. Donc, et avec ce que dit la fille de Bernard Stiegler, il faut s'adapter. Ce qui est alors que son père dit, enfin, elle dit pas il faut s'adapter, elle dit c'est ce qu'on veut nous imposer. Alors que son père dit il faut adopter les sciences. Les sciences doivent faire en sorte, et les techniques, qu'on puisse les adopter. Et je vois entre Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt et La société automatique, le premier volume que nous a laissé Bernard Stiegler, puisqu'il n'en fera pas d'autres, je vois vraiment un écho entre ces deux volumes, surtout que La société automatique, contrairement à certains de ses livres après, qui sont devenus de plus en plus difficiles en termes de néologisme, mais La société automatique est encore très, très lisible. Et la correspondance, et je vais la faire, j'ai commencé à la faire, entre Conditions de l'homme moderne et La société automatique, donc Conditions de l'homme moderne d'Arendt et La société automatique de Bernard Stiegler, est très intéressante parce qu'elle nous dit sur ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire une époque sans époque, un monde sans monde. Sachant que l'aliénation par rapport au monde est probablement encore plus profonde. C'est quelque chose qui date du début de l'époque moderne selon Arendt. Mais Arendt, elle n'a pas un système qu'elle appliquerait aux événements. Elle pense, elle préfère le mot penser à philosopher, à partir des événements. Elle dit la pensée doit toujours rester liée à l'événement comme un cercle à son centre. Donc elle pense, c'est vraiment pas le penseur hors du monde. J'invite ceux qui sont intéressés par cette partie-là à lire soit lire directement la préface, soit lire la présentation que j'en ai faite dans mon livre Entre passé et futur, le recueil d'essais traduit sous le titre La crise de la culture, où elle explique bien, en fait, c'est un des rares endroits où elle explique comment elle pense. En fait, il y a un auteur français qui a très bien explicité ça, c'est Étienne Tassin. Il a bien montré comment, en fait, elle avait une double analyse. Alors, je crois que vous êtes historien, monsieur Lebrun. Les termes qu'il emploie, je crois que ça a à voir avec Heidegger, mais ça, je m'avance peut-être un peu. Elle a une analyse historiale, c'est-à-dire en termes d'histoire, et elle a une analyse existentielle, c'est en termes d'éléments d'existence principaux. Et là où elle l'a mené dès les origines du totalitarisme, c'est sous cet angle-là, mais dans les origines du totalitarisme, la dimension l'analyse qui démarre, c'est une analyse historiale, pas historique, historiale, et dans Conditions de l'homme moderne, c'est une analyse existentielle. Mais les deux sont présentes. Et donc c'est ça qui fait son originalité, c'est que c'est accessible, finalement c'est souvent plus accessible. Un livre comme Conditions de l'homme moderne, j'ai fait l'expérience que c'était beaucoup plus accessible par des gens curieux, de formation assez variée, que par des gens qui ont une formation philosophique trop fermée. Les gens de formation philosophique très, je vais dire vraiment les très bons élèves en philosophie, on dirait. Ils ont énormément de mal à rentrer chez Arendt. Parce qu'elle ne fait pas de philo. Elle fait quelque chose d'autre. Et je sais qu'un certain nombre d'historiens ont eu aussi du mal, alors pas dans Conditions de l'homme moderne, mais ont eu beaucoup de reproches par rapport aux origines du totalitarisme. D'ailleurs, ce livre n'est pas paru chez l'éditeur chez qui c'était prévu au départ, puisqu'il a été refusé par son premier éditeur sur les conseils d'un historien, et ça a été publié ensuite chez un autre éditeur. Donc on voit bien, là, dès le début, elle était hors du cadre. Mais si on remonte plus loin, même en 1929, quand elle a publié sa thèse, Le concept d'amour chez Augustin, elle s'est fait attaquer de tous les côtés, parce qu'elle ne rentrait pas dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une discipline universitaire. Elle est vraiment transdiscipline, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le bon terme. En fait, elle a une expression quand elle répond à Roger Herrera dans un entretien qu'elle avait donné à la télévision française, où elle dit avec son accent que je ne peux pas reproduire, mais elle le dit en français, « Je me sers où je peux ». Elle n'a pas d'exclusive.
Elle va prendre ce qui a amené d'ailleurs des polémiques détestables en France récemment sur ce sujet-là. Elle va prendre là où elle trouve ce qui peut l'aider à, exactement ce que vous disiez, à construire sa pensée. C'est-à-dire que comprendre, c'est prendre. Oui, absolument. C'est prendre et c'est prendre avec. Alors, on sait quel événement, la montée puis la victoire du nazisme a déclenché la réflexion d'Arendt et cette originalité dans la démarche que vous dites. Mais alors, vous, Thierry Théardisien-Douville, passons à un autre moment de votre vie. Vous êtes des DRH. Vous êtes dans une entreprise en grande transformation, c'est moins qu'on puisse dire. dont le but n'est que la transformation, qui s'appelle Orange. Et Arendt, à ce moment-là, vous commencez à la lire, à la découvrir, et ça vous apprend quelque chose. Dans ces entreprises en grande transformation, vous passez de la suroccupation au temps libre extraordinairement vite, puisque c'est des entreprises qui se réorganisent tous les 6 mois, j'exagère à peine, qui déstructurent complètement leurs organigrammes, et donc voilà. Donc je me suis retrouvé en 2002 dans un de ces moments-là, donc avec du temps devant moi, et coup de chance, un énorme pavé qui venait de sortir, Les origines du totalitarisme, le Quarto. Je dis, il y a aussi Eichmann à Jérusalem, de mon point de vue c'est une erreur d'avoir fait comme ça, mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais gros avantage, première publication en français, des origines du totalitarisme, d'un seul bloc. Donc c'est un seul livre, hein. J'insiste dans mon livre sur le fait, Penser avec Hannah Arendt, sur le fait que c'est un seul livre. Il n'y a qu'en France qu'on pense que c'est 3 livres. Hein. Le système totalitaire, c'est un titre qui n'a pas de sens. Le totalitarisme, c'était le titre. Bon. Et à ce moment-là, je découvre dans cette lecture, comme bien des années avant, sur le plan personnel, dans la lecture de Proust, je découvre un auteur qui me permet de lire le monde dans lequel je commence à être. De comprendre un peu l'entreprise, ce qui se passe dans l'entreprise où je suis. De me poser des questions, comme je m'étais posé des questions sur la science qui sont revenues bien après, de me poser des questions sur qu'est-ce que c'est que la différence entre la politique, la gestion, de découvrir ce terme d'action, avec tout ce qu'il représente. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Pour un DRH, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est le travail ? Pourquoi elle emploie un terme comme œuvre pour distinguer du travail ? En fait, dans tout travail, il y a à la fois de l'œuvre, du travail et de l'action, mais pourquoi elle fait ces distinctions ? Et à ce moment-là, d'une part, ça m'aide à passer ce cap pas très agréable. Ça me lance ça me permet de poursuivre des recherches. Moi, je suis encore le petit enfant avec la question pourquoi. Hein. Et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, ça. Et j'aurai jamais la réponse, parce que la réponse n'existe pas. Mais elle me permet de rester dans cette dynamique. Et là, le fil que je commence à tirer dans son œuvre, en passant à Conditions de l'homme moderne, c'est le fil du travail. Je me dis, tiens, c'est sacrément intéressant, comme DRH. En plus, en 2002, on était peu de temps après les 35 heures, j'avais mené les négociations, etc. Donc, je dis, mais c'est intéressant, quelqu'un qui présente le travail sous cet angle-là, qui distingue le travail de l'œuvre, le travail qui est lié à la nécessité, on va dire, quasiment biologique. Le terme anglais, d'ailleurs, qu'elle utilise, si on voulait le traduire, on pourrait le traduire par labeur. Hein. Ça donne bien l'idée du tripalium. Hein, et puis, de l'autre côté, l'œuvre, en fait, qui est liée au fait de construire un monde, l'artifice humain qui nous permet de vivre, de nous relier et de nous séparer, donc de vivre ensemble. Artifice humain qui a sacrément été bousculé par les temps modernes et qui est sacrément abîmé aujourd'hui. Et puis, je vois cet aspect action. Alors, à l'époque, je confronte ça avec tout ce qu'on nous dit sur l'innovation dans le management, etc. Et tout. Je dis, mais action, c'est intéressant. Et derrière le terme action, je vois apparaître quelque chose d'assez étonnant. Enfin, 2 termes assez étonnants. Pluralité. Le fait qu'en fait, on n'agit jamais seul. On peut démarrer une action, mais on est toujours confronté à d'autres qui peuvent agir. Donc une action nous échappe toujours. On n'est jamais l'auteur. On est le déclencheur éventuellement.
mais elle nous échappe toujours. Et puis l'autre terme qui m'interroge encore plus, surtout que Arendt, vu les conditions dans lesquelles elle a grandi, surtout le timing, j'allais dire, par rapport à son âge, elle n'a pas eu d'enfant. Et par contre, elle met au cœur de sa réflexion un terme qui est la natalité, qui est quasiment l'opposition par rapport à Heidegger et l'être pour la mort. Donc, et la natalité, c'est directement lié à l'action. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on le dit aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est en fait, la natalité, c'est la conviction, ça lui vient de son étude de Saint-Augustin, c'est la conviction que chaque être vient au monde pour inaugurer de nouveaux commencements. Donc ce qu'il y a de plus important, ce sont les nouveaux venus, que ce soit les nouveaux venus au sens de nouveaux nés, ceux qui naissent, que ce soit les nouveaux venus, au sens où c'était beaucoup aux États-Unis, au sens des immigrants. D'où son essai très connu, c'est le seul qu'elle a consacré à ce thème, sur la crise de l'éducation, et qui a été revendiqué d'ailleurs par des courants extrêmement opposés sur ce sujet. Et la natalité, c'est vraiment l'élément, d'ailleurs c'est le terme avec lequel, si je me souviens bien, oui, elle termine les origines du totalitarisme sur cet aspect-là, sur ce plan-là, du moins dans la dernière version, la seule qu'on connaisse en français. Elle termine avec le fait que l'homme est là pour inaugurer de nouveaux commencements. Et quand on voit la situation actuelle, mais ça nous dit une chose, c'est que ce ne sont pas les plus anciens qu'il faut protéger à tout prix. Ce sont les plus jeunes. Il faut absolument les plus jeunes. Sinon, la natalité, d'abord, elle est en train de s'effondrer, mais la natalité au sens... Les sociétés qui ne protègent pas leurs plus jeunes, c'est des sociétés qui se mettent en situation de mourir. Alors, on va reprendre... ça fait un bloc, mais sans doute je vais mettre des lectures pour distinguer travail, œuvre, action. Mais si je vous demandais une définition de chacun des trois mots, ça pourrait m'être utile. Alors, mais comme on ferait dans un glossaire. Je ne sais pas s'il n'y a pas un glossaire. Il y a un glossaire, oui. Il y a un glossaire dans le livre. Voilà, oui, mais en fait, elle regroupe sous le terme de vita activa les trois activités qui sont liées aux conditions dans lesquelles les hommes vivent sur la Terre. Et donc la première condition, c'est faire face à la nécessité au sens le plus biologique du terme. Donc le travail, c'est ce qui permet de répondre aux besoins vitaux. Le terme dit bien ce qu'il veut dire. C'est aussi ce qui permet d'entretenir le monde. Alors le deuxième élément, l'œuvre, c'est en fait, les êtres humains ne vivent pas directement dans la nature, ils vivent dans un artefact qu'ils ont construit, un monde fait à la fois d'objets matériels, de relations, d'institutions, etc. Et là, elle distingue bien l'œuvre, c'est ce qui produit ces objets. Donc le critère, la condition liée à l'œuvre, c'est ce qu'elle appelle l'appartenance au monde, et le critère qui va avec, c'est l'utilité. Et dans ces œuvres, elle distingue les œuvres d'art qui ont une vocation, c'est d'assurer la pérennité du monde, puisque en fait, on dit qu'on vient au monde, donc on vient dans un monde qui existe, puis après on quitte le monde, et pendant un temps, on a contribué ou pas à améliorer ou le contraire, le monde dans lequel on a vécu. Le troisième, qui est probablement la troisième perspective sur la vie active, qui est probablement la plus difficile à saisir, mais qui est la plus importante, parce que c'est elle qui fait de nous des êtres humains. Stigler dirait des êtres non inhumains. C'est l'action. Et l'action, elle est liée directement au fait de la pluralité. C'est-à-dire que nous ne vivons pas seuls sur Terre. De moins en moins, d'ailleurs. Donc, elle est liée au fait que nous sommes à la fois tous égaux, parce que nous partageons cette condition d'être humain, d'être terrestre, et tous différents. Il n'y a aucun être identique à nous qui a vécu ou qui vivra. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et attaché à l'action, il y a la natalité et la liberté. Là, ça nous amènerait à des développements relativement longs. On peut les trouver dans les parties consacrées à l'essai entre passé et futur, pour ceux qui sont intéressés à développer ça. Ça me paraît éclairer très bien les choses. Alors maintenant, je vous laisse poursuivre sur le thème de l'éducation, de ce texte qui s'appelle Crise de l'éducation. Ouais, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais je vais
Oui, parce que allez-y. c'est quelque chose c'est un texte qui a été mal compris. Alors je dis pas que je l'ai compris. C'est un texte, vous parliez de prendre, comprendre et prendre. C'est un texte dans lequel il y a beaucoup à prendre. Et en fait, il faut le recontextualiser. Tous les textes d'Arendt, il faut les recontextualiser, les remettre dans leur contexte. J'ai essayé de le faire. Donc ce texte, il a été écrit en fait aux États-Unis au moment où il y avait une crise importante dans l'éducation. Et une crise qui était liée à la mise en œuvre des nouvelles des nouvelles approches dans le domaine éducatif, et en particulier sous l'influence de quelqu'un qu'on a revu citer très récemment, un grand penseur aussi, qui est John Dewey, par Barbara Stiegler. Et donc là, il y avait la question qui se posait, c'était comment se fait-il que le petit John ne sait plus lire. Donc ça nous ramène à des débats qu'on a eu plein de fois en France et qu'on a encore. Ce qu'elle a recherché, Arendt dans ce texte, c'est à définir, à retrouver quelle est la raison d'être de l'éducation. Quelle est la raison d'être de l'éducation. Et pour elle, la raison d'être de l'éducation est tout simplement d'éduquer, alors ce sera à la page 116, et tout simplement d'éduquer les nouveaux venus. Alors les nouveaux venus, je rappelle que dans la configuration des États-Unis, c'est tout autant les immigrants que les jeunes enfants. Ce qui est très différent de... Enfin, si, en France, maintenant, on a pas mal aussi cette problématique. Mais à l'époque, c'était moins vrai. Donc, tout simplement d'éduquer de façon à conserver chez les nouveaux venus, donc à conserver. Donc, c'est une approche conservatrice. La capacité à innover et remettre le monde en place. Cette expression-là, elle est extraordinaire parce qu'elle dit énormément elle concentre énormément de choses de la pensée d'Arendt. Parce qu'on y vient... Derrière le terme innover, d'ailleurs, il faudrait voir si le terme anglais ne pouvait pas être mieux traduit. Mais bon, c'est la traduction française. Innover et remettre le monde en place. Il y a la notion extraordinairement importante du monde, le monde commun, qui est quelque chose qui est essentiel, parce que sans monde commun, il n'y a pas d'espace public, et l'espace public doit permettre d'avoir des politiques dont la raison d'être est le souci et la protection et la remise en place du monde commun. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ces jeunes, il faut les éduquer de façon très précautionneuse, j'allais dire. C'est pas un terme qu'elle emploie, mais c'est moi qui le dis. De façon à conserver des capacités qu'ils ont déjà. Il ne faut pas leur inculquer des capacités. Donc, elle dit notamment dans ce texte que même quand vous n'aimez pas le monde dans lequel vous êtes, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, vous avez le devoir, par rapport aux générations qui arrivent, non pas de démolir le monde dans lequel vous êtes, mais d'expliquer aux enfants, leur permettre de découvrir le monde dans lequel ils sont, leur donner quelque part les clés. Bon. Et c'est eux qui remettront en place et qui innoveront pour la suite. D'où l'importance des jeunes générations. Et c'est vrai que quand on a transformé l'éducation en la préparation d'un travail salarié ou d'un emploi, on est très loin de tout ça. C'est pour ça que toutes les bases extraordinairement importantes, tout ce qu'on a dans le vocabulaire qu'on emploierait aujourd'hui, tout ce qui est considéré comme non essentiel dans l'éducation, c'est justement ce qui était essentiel. La culture au sens le plus large du terme, la littérature, les sciences, bien sûr. Actuellement, la grosse difficulté, c'est qu'on a des scientifiques qui, pour l'immense majorité, savent peu lire, des littéraires qui connaissent rien aux sciences, des gestionnaires qui ne connaissent rien, à part les tableurs. Et donc, on a un monde d'incultes. Et là, nos jeunes générations, elles peuvent bousculer ça. Et c'est toujours temps de le faire. Vous pouvez apprendre à tout âge. C'est ce que montre Arendt aussi. Parce qu'en fait, quelque part, sa conversion, on va dire, en 1933, elle avait 27 ans. Donc, c'était pas une toute jeune fille. Donc, elle a changé du tout au tout son regard sur le monde en s'appuyant sur d'énormes bases. Il faut voir quand même comment les femmes à l'époque pouvaient être éduquées. Mais revenez à ce que vous disiez sur on ne sait rien. Les littéraires ne savent rien de la science, les scientifiques n'y lisent rien, les gestionnaires ne savent rien à rien. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a quelqu'un
il y a quelqu'un qui en parle peut-être de façon complexe ou compliquée très bien aussi, c'est Edgar Morin. Hein. J'ai pas mal lu aussi la méthode, mais on ne peut travailler dans un domaine que dans la mesure où on connaît tous les domaines, on a un éclairage sur les domaines autour. J'ai une image. Moi, je me rappelle des associations qu'on fait dans les entreprises, par exemple entre le DRH et le manager. En fait, c'est des associations de borgnes. Alors, j'ai rien contre les borgnes, hein, je fais attention parce que la discrimination, c'est pas ça. Mais comment on se construit la vision en 3D par le fait qu'on a un décalage de la vision des deux yeux. Bon. C'est ça qui nous donne la vision des obstacles. Une société ne peut vivre et affronter les obstacles qu'à condition que ses membres, où qu'ils soient, ils aient une vision binoculaire le plus possible. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 d'un côté et 10 de l'autre. Il faut au moins avoir les deux yeux ouverts. Et c'est ça qui manque actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, mais c'est pire que ça, parce que chez les scientifiques, on a des scientifiques qui ne connaissent pas l'essentiel de la science. On ne peut pas on ne peut pas se nommer scientifique sans connaître un minimum sur le lieu essentiel qu'est le laboratoire. La science moderne, c'est le laboratoire. C'est pas la modélisation. La modélisation, c'est pas un laboratoire. C'est autre chose. J'ai connu, moi, la modélisation dans mon métier. C'est quelque chose qui apporte des éléments, mais en complément, pas à la place. En complément. Chaque fois qu'elle veut prendre la place du laboratoire, on arrive au pire résultat. Les littéraires ne connaissent pas la science, c'est bien dommage. Ils ne connaissent surtout pas les faiblesses de la science moderne, ou plutôt ce qu'elle est devenue. C'est même pas la science moderne dont on devrait parler. Alors, le postmoderne, j'aime pas. C'est la science qui vient après la science moderne, c'est-à-dire la science qui regarde tout problème d'un point de vue de l'univers. Donc, cette science-là, en fait, elle s'est abandonnée complètement parce qu'elle a plus réellement de sens en soi. Elle poursuit son avancée en elle-même. Et alors, le pire étant l'arrivée du numérique. J'ai travaillé là-dedans, c'est une bonne chose, le numérique, mais sauf que quand ça remplace le langage, il y a un élément que j'aurais aimé citer simplement, mais je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Prenez votre temps. C'est quand même quelque chose que Arendt dit dans son prologue. S'il y a deux choses à lire dans Conditions de l'homme moderne, commencez par le prologue. Et puis après, le dernier chapitre. Mais voilà, elle dit, je cite, ça c'est pas je cite ce que j'en ai dit dans mon livre, mais pour Arendt, la question est de savoir si nous souhaitons employer nos nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans le sens donné par un grand nombre de recherches scientifiques. Après avoir construit l'artifice humain du monde, qui sépare l'existence humaine de tout milieu purement animal, rendre la vie elle-même artificielle et couper le dernier lien qui maintient encore l'homme parmi les enfants de la nature. C'est la suite sur laquelle je voudrais insister, c'est une question politique primordiale qu'on ne peut abandonner aux professionnels de la science ni à ceux de la politique, ce qui est le cas aujourd'hui. La difficulté tient au fait que les vérités, entre guillemets, scientifiques modernes, bien que démontrables en formules mathématiques et susceptibles de preuves technologiques, ne se prêtent plus à une expression normale dans le langage et la pensée, et que s'il est bon de se méfier du jugement politique des savants en tant que savants, c'est d'abord et précisément en raison du fait qu'ils se meuvent dans un monde où le langage a perdu son pouvoir. Donc là, le fait que par rapport à ce qui nous arrive, la situation dans laquelle on est confronté, les seules choses qu'on sache mettre en avant en permanence, ce sont des nombres, c'est d'ailleurs pas des chiffres, c'est des nombres pour être précis, montre quand même qu'on a vraiment une question de fond. Ça doit pouvoir être exprimé par le langage, mais il ne faut pas compter sur les savants pour l'exprimer par le langage. Donc il faut vraiment que les philosophes, les littéraires, les artistes, c'est probablement les artistes qui sont souvent le mieux placés pour faire ça. On cite beaucoup les écrivains de science-fiction. Hein. Il me semble que vous avez parlé de Philippe Cadic, non ? Ouais, bon, je suis un passionné de Philippe Cadic dans mon jeune temps. Je viens de racheter ses nouvelles en 2 volumes. C'est extraordinaire ce qu'il voyait venir. Mais ce n'est pas tellement ce qu'il voyait venir, la façon de le décrire. C'est ça qu'il nous faut retrouver. On peut pas... C'est l'appel à la complexité que fait Edgar Morin. Hein.
Mais là-dessus, il se retrouve exactement dans les pas d'Arendt. C'est extraordinaire. Juste une petite anecdote dans l'histoire d'Arendt. Elle est renvoyée de son école parce qu'elle avait, de ce qu'on peut savoir, elle avait mené une révolte contre un professeur qui se permettait, on dirait, certaines libertés. À l'époque, à Königsberg, il y avait les écoles de filles et les écoles de garçons. Elle est renvoyée, donc elle prépare ce qu'on appelle l'abitur, mais je ne sais pas si mon accent allemand est bon, mais l'équivalent du baccalauréat, seule. Et sa mère l'a fait aider par un certain nombre de personnes, donc en particulier alors je ne sais pas si le terme proviseur, mais on va dire le directeur de l'école de garçons, qui l'a fait, qui l'aide à rentrer dans l'étude d'Einstein. Quand même pas physicien de formation, Einstein c'est pas le plus facile. Hein. Et y arriver tout seul, elle y serait probablement pas arrivée, mais elle rentre là-dedans. Donc elle est très tôt confrontée à une culture scientifique, plus que ça, à des questions scientifiques. Et elle passe son baccalauréat avec 1 an d'avance et elle le réussit. Et en fait, elle va être intéressée en permanence par la science, son développement et les questions que se posent les grands scientifiques, que se posaient les grands scientifiques de l'époque, comme Heisenberg, comme Schrödinger, et comme un philosophe comme Whitehead. Vous regardez les citations qu'il y a dans le dernier chapitre de Conditions de l'homme moderne, c'est rien que les notes, là, c'est assez passionnant. Vous lisez que les notes. Vous serez étonné. Bon, je pense qu'on est bon sur la science, mais n'hésitez pas à continuer sur le sanitarisme. Le sanitarisme. Oui, sujet abordé plus tôt. Oui, le sanitarisme, alors c'est intéressant. En fait, j'employais le terme scientisme. Scientisme, c'est le fait de prendre la science comme donnant la vérité, en fait, comme une forme de religion. Hein. Donc, on voit le retour des religions, mais là, on a une religion d'un type nouveau. Le sanitarisme, c'est quand même assez extraordinaire parce que, en fait, Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, elle recherche l'origine de 2 aliénations. L'aliénation par rapport au monde. Alors, le terme aliénation, elle l'emploie au sens perte de rapport avec. Donc, la perte du rapport avec le monde, avec notre artifice humain. Ça, c'est lié au temps moderne, donc je ne développe pas, mais vous le retrouverez. L'aliénation par rapport à la Terre, ça a une origine, c'est directement lié à la science. C'est-à-dire qu'en fait, on n'examine plus ce qui se passe dans la nature ou ce qui se passe sur Terre que d'un point de vue universel, du point de vue de l'univers. Et la Terre étant une planète comme une autre. Donc, 2 types d'aliénation. On en rajoute d'ailleurs un 3e qu'elle avait mis au début, qui est l'aliénation par rapport à notre environnement terrestre immédiat. Vous avez des tas de gens qui connaissent beaucoup mieux, quand ils ont les moyens, qui connaissent beaucoup mieux des tas de pays étrangers que le pays où ils habitent, voire que l'arrondissement où ils habitent, pour prendre une ville comme Paris. Donc ça, c'est 3. Mais alors, ce qu'elle voyait, qu'elle ne mentionnait pas sous cet angle-là, parce que c'était pas développé à ce point-là, mais en lequel on voit des éléments dans le chapitre, dans le prologue de Conditions de l'homme moderne, c'est une 4e aliénation, quoi. Alors là, elle nous explose à la figure. Aujourd'hui. C'est l'aliénation par rapport à la mort, donc par rapport à la vie. C'est-à-dire, les gens découvrent qu'ils sont mortels. Ça, c'est la grande découverte. Et c'est le grand scandale. Et pire que ça, ils découvrent que les jeunes meurent moins que les vieux, ou plutôt que les vieux meurent plus que les jeunes. Et ils découvrent que dans une société où il y a de plus en plus de vieux, qui se font de plus en plus vieux, mais il y a de plus en plus de décès chaque année. Et derrière ça, on nous vend une espèce de ce que j'appelle sanitarisme, une vision de la santé qui est une vision technoscientifique, où on va en fait faire mourir de désespoir des personnes dans les EHPAD ou à côté des EHPAD pour pas qu'ils meurent du coronavirus. Sachant que d'ailleurs qu'ils ne meurent pas du coronavirus à cet âge-là, ils meurent avec le coronavirus, ils ont bien d'autres soucis et bien d'autres maladies. Bon. Donc on est vraiment dans une vision, moi ce que j'appelle le sanitarisme, c'est-à-dire une espèce de vision de la santé. Alors on peut avoir une approche économique, le profit, etc. C'est tout vrai ça, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est une vision totalement abstraite de la santé.
Il se trouve que moi, dans ma famille, les deux des personnes auxquelles je tenais le plus sont mortes à 26 ans d'intervalle dans une chute d'escalier, l'une à 57 ans, l'autre à 53 ans. J'en ai pas supprimé les escaliers dans mes maisons, dans la maison où je suis. J'en ai pas déduit qu'il fallait que les maisons de plein pied soient partout. Je peux vous dire que c'est quelque chose de lourd qu'on a encore. Mais ce délire-là, il ne peut s'expliquer que par une idéologie. Il n'y a que l'idéologie qui peut rendre con, excusez-moi du terme, à ce point-là. Ou plutôt, c'est l'expression que j'aime bien chez Todd, ce qu'il appelle les crétins diplômés. C'est-à-dire que là, on revient sur la question de l'éducation, et en particulier de l'éducation supérieure. Si l'éducation supérieure, elle sert à faire croire à ceux qui la suivent, qui sont devenus des sachants et qui savent, surtout, au lieu de leur apprendre qu'ils ont tout à apprendre, et qu'ils vont avoir toute leur vie pour apprendre, et que c'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est d'apprendre. On n'a jamais inventé rien de plus intéressant que d'apprendre. Eh bien, on va dans le mur et on va avec ces médecins sur les plateaux de télé, ou chercheurs, je ne sais même plus ce qu'ils sont. C'est des médecins qui sont sans malade, éventuellement sans labo, et on voit bien là, il y a une décision momentanément courageuse de pas refaire le confinement, qui est quand même une technique moyenâgeuse. Hein. Même au Moyen-Âge, on faisait plus intelligemment que ça. Voilà où le sanitarisme nous mène. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer en Chine. Parce que la Chine avait une vision de la santé, et notamment du rôle des médecins, qui était diablement intéressante. Je ne sais pas où elle en est. Mais là, j'espère que la Chine n'est pas... Je ne pense pas. C'est une civilisation tellement millénaire que quand même, j'espère qu'ils ne sont pas en train de basculer dans l'occidentalisme, de ce point de vue-là. Enfin, vous savez, il y a un peu d'idéologie quand même Beaucoup. dans le gouvernement chinois. Dans le gouvernement actuel, oui. Ouais. Mais dans les racines de la civilisation, là, si on lit François Julien, il y a du solide. Donc j'ai noté que vous n'avez pas supprimé les escaliers, mais que vous avez supprimé les rampes. Ah, oui, c'est vrai, hein, tout à fait. D'ailleurs, ma sœur qui a fait cette deuxième chute, dans son escalier, il y avait effectivement, dans les deux escaliers, il n'y avait pas de rampe. Parce que la rampe, qu'est-ce que c'est pour un rent? Je ne sais pas si on l'a déjà dit. Si, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit dans notre conversation privée ou on l'a dit là? Non, on l'a dit. La rampe, en fait, c'est ce qui, avec la fin de la tradition, ça nous permet de lire dans tout le passé de façon extrêmement libre, comme aucune autre époque n'a pu le faire jusqu'à maintenant. Par contre, ça nous a enlevé, alors elle employait le terme film, mais à la fin de sa vie, elle emploie le terme rampe, banister en anglais. Ça nous enlève la rampe à laquelle on pouvait se raccrocher quand on montait dans les pensées ou qu'on descendait d'ailleurs. Hein, on peut faire des allers-retours. Et donc, il y a un risque de chute. Et elle a une expression dans un de ses textes qui est malheureusement, je ne sais pas ce que... Bon, enfin non, j'en parle pas. Les traductions qui sont faites actuellement, mais si vous pouvez lire en anglais le dernier recueil qu'a fait Jérôme Cohn, on ne peut pas trouver plus fidèle à la pensée d'Arendt, Thinking Without a Banister, dans lequel elle exprime en fait le risque que c'est de penser. En gros, pour penser, il faut d'abord avoir fait le vide de ses préjugés. Le problème, c'est que quand vous avez fait le vide de vos préjugés, ben vous êtes face au vide. Donc, vous prenez un risque. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de Stigler, Bernard Stiegler, comment ne pas devenir fou. C'est-à-dire, c'est le risque. C'est ce risque-là. Je pense que ce qui la prémunissait de ce risque-là, c'est son ancrage dans le monde. Même si quand elle a eu sa deuxième partie, sa vie aux États-Unis, où elle a, du point de vue de la politique, elle est devenue plutôt une théoricienne politique, comme elle le disait, elle n'était plus dans l'action comme toutes les années où elle était à Paris et les dernières années où elle était en Allemagne. Elle était toujours ancrée dans le monde, elle était passionnée de l'actualité, par exemple, et elle n'a jamais eu la position de penseur surplombant comme Heidegger. Elle était plus proche de son autre grand maître, Karl Jaspers, qui lui était dans le monde. Et c'est ça qui empêche justement de tomber tout en entre guillemets, faisant le vide. Parce que vous avez le monde qui vous remplit, là, qui vous sert de garde-fou.
Si on revenait sur travail, œuvre, action, vous avez aussi le fait que il faut que vous travaillez pour vous nourrir, hein, il faut que vous fassiez attention à votre maison pour vivre, etc. Donc vous avez quand même des éléments concrets qui vous rattachent. Alors un mot peut-être de la police, au sens grec du mot, de l'espace public, de la manière dont on peut y entrer et s'y tenir. Alors en fait, Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, là aussi c'est une distinction qu'elle fait. Elle fait une distinction entre le domaine public, privé et social. Et elle montre bien comment en fait cette distinction, les frontières entre ces différents domaines publics et privés qui étaient très nettes pour les anciens, ont complètement disparu pour nous. Elles ont pratiquement plus de sens. En fait, j'ai envie de répondre sur les deux, sur le privé et le public. On pourrait parler du social, mais sur le privé, parce qu'elle dit un élément quand même extraordinairement important. Elle dit que le privé a quand même une importance, et en particulier au sens de la place qu'occupent les gens dans le monde. Et qu'à partir du moment où vous déracinez les gens, où ils n'ont plus de place dans le monde, et la place, c'est au sens le plus matériel du terme, hein, c'est la maison avec le jardin. Elle le dit à un moment donné. Ben, vous créez des risques importants par rapport aux mouvements totalitaires qui peuvent se nourrir de ça. Le public, c'est en fait, c'est effectivement la cité grecque, mais la cité grecque aussi nourrie des apports romains. Et il faut d'abord qu'il y ait un monde. Pour avoir un espace public, il faut qu'il y ait un monde commun. Il ne peut pas y avoir... Donc, l'image qu'elle donne souvent au niveau de ce monde, par exemple, c'est la cité. Il faut qu'il y ait aussi des lois qui l'entourent. Elle cite notamment le fait que ceux qui construisaient les remparts ou ceux qui s'occupaient des lois pour la cité, c'était des étrangers. Ce n'étaient pas les citoyens. Donc ils venaient aider à faire ça. Ça pose question par rapport à la façon dont on aborde les choses aujourd'hui. Et l'espace public, c'est extraordinairement important parce que c'est l'endroit, c'est le complément de ce que je disais pour le privé, c'est l'endroit où les gens peuvent révéler qui ils sont. Et ça, c'est probablement la frustration la plus grande de l'époque moderne, et à un point qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Je vais vous donner quand même un exemple qui me frappe toujours. Moi. Ça, c'est pas Arendt, c'est moi. C'est quand même extraordinaire qu'on en soit arrivé à parler des gens célèbres comme des people. Quand on réfléchit un peu, people, c'est dire les gens, en anglais. Dire que les gens célèbres, ce sont les gens. Et les autres, c'est qui ? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est rien. Hein, c'est extraordinaire. Là, vous touchez probablement un des mots les plus importants de la disparition de l'espace public. L'espace public dans le monde est de plus en plus réduit. Pourquoi il est de plus en plus réduit ? Parce que, en fait, non taxés ne peuvent révéler qui ils sont qu'un nombre de plus en plus réduit de personnes. Elle le mentionnait déjà en 1958 dans le dernier chapitre de Conditions de l'homme moderne, mais aujourd'hui c'est dramatique. Et ça explique le succès des réseaux sociaux, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Sauf que derrière réseau social, on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ceux qui ont créé les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on parle de ceux qui s'y expriment, etc. C'est pour ça que moi, je partage pas, même y compris les critiques de Bernard Stiegler, par rapport aux réseaux sociaux. Je dis qu'ils révèlent le manque cruel d'espace public aujourd'hui. Et là, on est vraiment confronté. Pourquoi ? Parce qu'il est extraordinairement important ce que vous m'offrez aujourd'hui. Tous les deux, M. Lebrun et Monsieur Vincent. Ce que vous m'offrez aujourd'hui, tous les deux, c'est une façon de m'exprimer dans l'espace public. Après, donc de dire qui je suis, de révéler qui je suis. Mais je ne sais pas qui je suis. Personne ne sait qui il est. Ce sont les autres qui savent. L'image que donne Socrate, c'est le déimos, le petit démon qui se tourne, qui est derrière votre dos, là, vous ne le voyez pas, et qui dit qui vous êtes. Mais c'est vital, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il y a beaucoup... Les artistes, c'est ce qui les fait vivre. Ce qui a fait vivre Proust. Proust, mais ça doit être... Comment dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être aussi fermé ? Donc l'espace public, c'est pas l'espace politique au sens où on l'entend, c'est pas la conquête du pouvoir. C'est l'endroit qui permet à chacun de révéler qui il est. Et quand vous fermez tous les lieux culturels, tous les lieux de rencontre, qu'est-ce que vous faites ?
vous empêchez les gens de révéler qui ils sont, vous les condamnez au privé dans des conditions plus ou moins bonnes, très inégales, et vous arrivez à ce qu'ils soient identifiés, non pas à qui ils sont, mais à ce qu'ils font. C'est-à-dire, pour ceux qui peuvent encore travailler, à leur métier. Si c'est un métier, ou un emploi, ou une activité simplement de survie. Donc c'est là où effectivement la notion d'espace public est importante, dans le sens de l'espace qui permet de révéler les personnes. T'as une question, monsieur Vincent? Non? J'en avais, mais on est parti très loin, donc je vais Si ça te revient, moi j'en pose une dernière. Tout ça est très bien, très clair. Vous aviez tort de craindre de vous exprimer dans l'espace public. Et les cours, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les cours que vous donniez sur Hannah Les cours, Arendt? c'est intéressant. Il existait une superbe institution, justement, directement en lien avec l'espace public, qui avait été créée par un homme, j'ai oublié son nom, il ne me revient pas là, c'est dommage, j'aurais aimé lui rendre hommage, mais à Orléans, comme dans d'autres endroits, une université du temps libre. Ouverte normalement à tout le monde, en pratique essentiellement les retraités pour une question de temps, mais aussi pour une question malheureuse d'organisation des cours. Mais bon. Et dans cette université du temps libre, il y a eu toute une période où vous pouviez proposer des choses qui n'étaient pas du domaine des disciplines classiques. Il y avait des éléments des disciplines classiques que vous trouvez dans une université. Donc ça m'a amené, moi, à faire 3 propositions successives. La première, ça a été au début où j'étais dans la lecture, parce que j'ai les éléments biographiques, je vous l'ai écrit. Je lisais un peu tout, Arendt un peu dans le désordre, j'étais dans l'excitation de la découverte. Et gonflé comme pas un, je propose un cours sur Arendt. Heureusement, il refuse. J'étais pas prêt. Et 2 ans après, je propose un cours sur un thème qui me tracassait depuis longtemps, la numérisation du monde. Là, ils acceptent. Et donc en 2011, je démarre des cours sur la numérisation du monde. J'en fais 2. C'est au moment des printemps arabes en plus. Donc il y avait sur le rôle des réseaux sociaux à cette époque-là, sur des choses comme ça. Bon, c'était un peu fouillis, c'était un peu recherche et tout. Puis au bout de 2 ans, je suis un peu épuisé sur le sujet. Je me dis tiens, si je revenais sur Arendt, et surtout j'ai l'occasion via Utopia de publier mon premier livre, Inventer la politique avec Hannah Arendt. Là, je commence un peu mieux à me rendre compte de tout ce que j'ai à apprendre sur Arendt. Et là me vient l'idée de proposer un cours. Je me suis dit mais pour attirer les gens, qu'est-ce qui attire le mieux que l'histoire, surtout dans la tranche d'âge auquel je m'attends. Et je me dis, je vais leur proposer un cours. Et je me rappelle de ce qu'avait dit Hans Jonas, le philosophe Hans Jonas, qui était un grand ami d'Hannah Arendt, après la mort d'Arendt. Il avait dit c'était une formidable passagère du XXe siècle. Je dis, voilà, je vais proposer un cours. Et je me rappelle aussi de ce que disait Eric Hobsbawm sur le long XIXe siècle et le court XXe siècle. Donc je me dis, je vais proposer un cours qui va s'appeler Voyage à travers le XXe siècle avec Hannah Arendt. En fait, c'était les deux. C'était voyage à travers l'œuvre d'Hannah Arendt grâce au XXe siècle et réciproquement. Et je fais la proposition, elle est acceptée. Et là, je rencontre un vrai succès. C'est-à-dire, j'ai 50 inscrits, ce qui était énorme pour un nouveau cours. Et ça marche bien. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai l'occasion ensuite de publier ce livre. Et puis après, je me dis, je vais faire la jonction entre le travail sur la numérisation du monde, le travail sur Arendt, et je continue. Donc, je fais, et le travail que j'avais fait a commencé à faire autour de Stigler. Et je fais donc, justement, autour de la notion de monde, je fais un livre à la recherche, je fais un cours à la recherche de repères pour un monde numérique, que je prolonge par la condition humaine à l'époque numérique. Et en 2018... j'avais déjà publié le livre en 2017. Je reçois un coup de fil comme quoi il y a un nouveau président d'université, d'ailleurs qui depuis n'y est plus. Il va mettre en œuvre ce qui normalement était, paraît-il, une règle pour les enseignants. Tout enseignant de plus de 67 ans doit dégager. Alors c'était extraordinaire parce que la majorité des gens à qui j'enseignais étaient plus âgés que moi. Bon. Et donc du jour au lendemain, les cours s'interrompent. Ça a provoqué des drames. Il y a des gens qui
ont été très mal après ça, parce que c'était un des éléments justement qui leur permet. Il n'y avait pas que du lien social, c'était plus que ça. Ils révélaient. Ceux qui donnaient, qui donnaient les cours, je vous en parle pas, parce que c'est un bonheur extrême quand vous arrivez à ce que des gens acceptent que vous. Mais les gens qui venaient au cours, ils y trouvaient quelque chose. En fait, on leur supprime cette part d'espace public du jour au lendemain. Et donc, nous, on s'est reconvertis. L'association avait été créée entre-temps. Je m'étais dit, de toute façon, faut avoir une indépendance. Et on a basculé vers l'association. L'Université du temps libre, elle survit avec des trucs classiques maintenant. Vraiment les trucs classiques, jusqu'à y compris comment remplir vos feuilles d'impôt. C'est un peu désolant. Et puis là, elle est à l'arrêt comme tout le monde. Mais c'est vrai que ces cours-là, ça a été un vrai bonheur d'ailleurs. Et vous avez un souvenir d'une étincelle, d'un moment de rencontre, d'un moment de grâce? Il y en a eu plusieurs. C'est difficile. Non, c'est pas un moment de grâce, c'est un moment d'effroi. Alors allez-y. J'ai fait cours le 8 janvier 2015. J'ai fait cours le 8 janvier 2015 après l'assassinat je revois la salle où on était à l'Université du temps libre d'Orléans. Comment ça pouvait résonner tout ce qu'on avait vu avant. Et en sortant du cours, en plus, l'événement de ce qui se passait, de ce que ça se prolongeait. L'assassinat dans la rue d'une policière, si je me souviens bien, après la prise d'otage à l'hypercachère, etc. Donc ça, c'est le moment d'effroi. Et je me disais, mais avant, je m'étais dit, avant ça, je me disais, mais c'est extraordinaire, dès que je fais un cours, il y a un événement qui se passe. Donc là, c'est le côté démiurge. Je disais, le moment vraiment l'étincelle, c'était les printemps arabes. Et notamment, je pense à cette jeune blogueuse, alors je ne me rappelle pas son nom, mais qui est morte depuis de maladie, à 35 ans. Comme quoi, la mort, c'est à tout âge. Qui avait fait un blog extraordinaire et que j'avais intégré dans mes cours. Et comment elle... Dans ce blog, elle parlait pas d'Arendt, mais elle redécouvrait des éléments de l'action tels qu'on les voit chez Arendt. Il y a eu des éléments comme ça. Il y a eu une émission sur Arte aussi où il y a des choses par rapport au printemps arabe qui ont été dites et où on voit tout ce qu'il peut y avoir, comment chaque fois qu'il y a des événements de ce style-là, on redécouvre Arendt. C'était le cas de la Révolution, son livre qui avait été traduit de façon catastrophique. C'est un peu mieux maintenant, mais c'est pas génial en France, en français. C'est quelque chose qui sert beaucoup. Donc là, il y a eu des tas de moments magiques. C'est vrai que là, on s'est fait des amis. Ma femme et moi, on s'est fait des amis pour la vie, ce qui est quand même extraordinaire, et notamment l'ami avec laquelle on va poursuivre, on va reprendre la lecture totale de Arendt. Ouais. Mais j'ai une autre amie que j'aimerais citer, parce que ça, c'est une rencontre extraordinaire. C'est peut-être ma grande fierté. C'est une amie qui a 76 ans, qui est intéressée, qui est curieuse, mais qui refuse d'être captive du numérique. Donc, et qui a trouvé le moyen quand même de suivre 10 années de cours qui étaient autour du numérique. Et qui est passionnée par tout ce qu'on y échange autour. Ça l'a pas, entre guillemets, converti, d'ailleurs c'était pas le but, au fait d'utiliser. Donc elle a un smartphone, un téléphone, mais Internet, elle connaît pas. Donc je lui envoie des choses. Et je fais d'ailleurs la différence, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de lecture, d'attention et de réaction qui est bien au-delà de tous les autres, alors que c'est elle qui, en termes de formation, elle n'a pas eu de bac. Elle était dans un milieu très, très modeste, mais elle a une vie très, 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 très remplie, très intéressante. Et c'est elle qui est capable. Je lui ai envoyé, par exemple, le texte que j'ai appelé La perte d'expérience humaine. Elle l'a lu, et elle m'a fait un retour. C'est la seule qui m'ait fait un retour. Et ce retour, il est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et elle m'a fait des retours sur des textes des extraits des textes de Bernard Stiegler en me disant ça, j'ai rien compris. Mais alors ça, là, ces fragments-là. Comme quoi, il y a les crétins diplômés et voilà. Il y a la situation inverse aussi. Voilà, absolument. Alors, tu as retrouvé une question, Johan? Oui, parce qu'on parle de conversion, on parle de moment de grâce. Et c'est quoi le point de vue de la spiritualité?
Ah, elle n'en a jamais parlé. C'est ça qui est intéressant. En même temps, son dernier livre s'appelle La vie de l'esprit. Donc c'est présent, mais elle n'a pas de... c'est quelque chose qu'elle a très peu abordé. Alors, je peux répondre un peu en partie à côté. C'est un aspect de sa vie. Je ne sais pas si elle était croyante. Personne ne le sait. Mais elle a fait des études de théologie. Ça l'a passionnée. Des études alors qu'elle était juive et qu'elle a bien revendiqué sa judéité. Elle s'est battue en tant que juive. Elle était pour une armée juive, par exemple. Elle s'est passionnée pour la théologie protestante, catholique, etc. Et je pense que la dimension spirituelle, c'est quelque chose qui est du domaine de l'intime chez elle. Donc qui se trouve à ce niveau-là. Et donc ça n'est pas du domaine ni du privé, ni du public, ni du social. C'est quelque chose de la personne avec elle-même. Et je pense qu'il y a chez elle une dimension effectivement spirituelle très forte. Mais bon, je ne vais pas citer Mitterrand, mais presque quand même. C'est un peu les forces de l'esprit. Il y a quelque chose comme ça. Son dernier livre s'appelle The Life of Mind, La vie de l'esprit. Et ce dernier livre, elle l'a écrit pourquoi? C'est la seule fois où je m'enchaînerai Eichmann à Jérusalem. Elle l'a écrit suite à sa rencontre avec Eichmann, parce que ça l'a interrogé. Et ça l'a amené à se pencher, c'est peut-être une façon de répondre à votre question, sur le fait que sans spiritualité, sans dimension de ce type-là, peut-être, on est incapable de penser. Et si on n'est pas capable de penser, on est incapable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça la banalité du mal, la fameuse banalité du mal. C'est l'incapacité à penser à la place de l'autre. À la place de l'autre au sens le plus physique du terme. J'avais un exercice que je faisais, là je fais une parenthèse, quand j'étais DRH. Par exemple, on aurait pu le faire aujourd'hui, on échange nos places, vous allez voir l'effet que ça a. C'est extraordinaire. La place, le point de vue, c'est pas un point de vue au sens opinion, c'est la place qu'on occupe dans le monde, la place au sens le plus physique du terme. Et donc je pense que le domaine spirituel, on peut le trouver comme ça chez Arendt, mais par sa curiosité par rapport à la théologie, par tout ça. Mais ni Dieu ni maître, j'ai envie de dire, chez elle. Et son enterrement a fait l'objet de polémiques parce qu'elle ne l'avait pas organisé. Non. Fallait-il un enterrement juif, etc. Non. Bon, on n'a pas le temps d'échanger nos places et de tout recommencer. Vous pouvez tenter le coup une autre fois avec d'autres. C'est amusant. Ça peut être amusant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous donner mon livre. Vos inquiétudes étaient bien motivées? Non, c'est pas une inquiétude, c'est... comment dire? Et donc on va monter ça très vite parce que